Bonjour tout le monde. J'ai l'honneur d'animer cette première table ronde. Donc, je m'appelle Marie-Eugénie Longo, je suis professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Et j'ai le grand plaisir avec Martin, Natacha Blanchet-Cohen, qui n'est pas ici, et Eddie, de diriger la chaire au réseau jeunesse du Québec. On va commencer cette première table ronde qui a comme participants des acteurs de l'éducation, de l'emploi, de l'employabilité, des deux parfois. Je vais commencer par vous présenter pour ensuite lancer la discussion ensemble. Donc, nous avons un premier, Alice Bernier, donc chercheuse des partenariats et des formations du comité sectoriel de la main-d'œuvre de l'économie sociale et l'action communautaire. Exactement, bien joué. C'est mon ESAC. Nous avons également Marie-Claude Chunard, donc directrice générale et fondatrice depuis 25 ans des Impact Emploi, aussi un organisme d'employabilité. Nous avons également Guylaine Turpin, donc directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi à Saint-Hubert, aussi de longue date dans son poste et dans la discussion de l'employabilité jeunesse au Québec. Et nous avons également Alexander Leitner, donc conseiller d'orientation, responsable de la sanction des études en formation générale des adultes du Centre d'éducation aux adultes des Sommets. Donc, notre idée comme table ronde, c'est que si on veut commencer bien les débats, il faut qu'on puisse discuter ensemble de manière ouverte où toutes les questions et les réponses sont possibles. Et cette table ronde qui traite sur l'accès à des services d'orientation et d'employabilité au Québec pour les jeunes et qui porte un peu le nom aussi du colloque, s'intéresse vraiment à trois grands éléments. Le premier, vraiment, celui qui touche la situation dans les différents secteurs où vous agissez au quotidien. Donc, je vais commencer la table ronde, on pourra faire un tour de rôle, vous pourrez rebondir également, avec une question, et c'est quelle est la situation de l'accès ou de non-accès aux services d'orientation et d'employabilité pour les jeunes dans votre secteur. L'idée, c'est de débattre ensemble sur les difficultés organisationnelles, structurelles, mais également les paradoxes. Donc, je vous passe la parole, peut-être Alice, en premier, si tu es d'accord. Oui, bonjour, vous m'entendez bien, c'est bon. Bon matin. Alors, l'économie sociale, l'action communautaire, on représente un grand secteur. Il y a 16 000 organisations au Québec, puis à peu près 220 000 personnes qui travaillent dans le secteur. C'est vraiment large. Une des branches, c'est notamment des organisations dont vous faites partie très probablement, qui sont essentielles, tous les services d'employabilité et d'orientation, les centres conseillers en emploi, les carrefours jeunesse emploi, que mes collègues vont bien présenter tout à l'heure, qui sont des services essentiels pour soutenir dans notre crise actuelle, crise sanitaire, sociale, économique qui s'en vient, et écologique, soyons fous. Donc, je vais vous laisser parler peut-être des cas précis dans les CGE et dans les carrefours jeunesse emploi dans les centres conseils en emploi. Mais aujourd'hui, le marché du travail, il se transforme. Je voulais parler de regroupements comme Axtra, qui a publié une enquête, mais peut-être que vous allez donner les statistiques d'une enquête sur la connaissance. Je pense qu'on a besoin de connaître que les services existent. Et on a du travail à faire en continu, donc on va voir ça tout à l'heure. Je pense à les entreprises d'insertion que vous connaissez sans doute, qui ont une mission économique de vente de biens et de services, de friperie, etc., mais qui ont aussi une mission d'intégration des employés et qui voient leur mission d'intégration complètement chamboulée, puisqu'avant, il y avait une grande clientèle à intégrer, à accompagner vers l'emploi. Petit à petit, cette clientèle, elle se transforme et on est venu qu'il faut presque aller la chercher, parce qu'elle est encore plus éloignée du marché de l'emploi, elle a encore moins accès à l'information. Donc, on a des entreprises d'insertion qui innovent et qui vont se regrouper pour aller faire de la mutualisation, aller chercher de la clientèle ensemble, disons, aller diffuser. Mais on a aussi une transformation de l'offre qui est, on n'intègre pas pareil quelqu'un qui est plus ou moins éloigné du marché du travail, vous le savez plus que moi. Donc, il faut transformer comment on accompagne ces personnes. La clientèle change, le travail change concrètement au quotidien. On a des cas qui sont parfois plus lourds à accompagner. Et puis,
un autre petit cas, une petite anecdote. Nous, on organise beaucoup d'événements auprès de la relève, dans les cégeps, dans les universités, pour aller attirer puis fidéliser de la main-d'œuvre dans l'économie sociale et l'action communautaire. Et au fil du temps, on voit complètement la clientèle qui change. Auparavant, on avait des jeunes qui arrivaient avec un CV, qui nous disaient « Hey, je veux vraiment travailler dans ce secteur, quelles offres d'emploi vous avez à nous proposer ?» Aujourd'hui, on accroche des gens, on dit « Hey, connaissez-vous, venez travailler ?» Puis la réaction, c'est « Bon, ben, combien vous payez? Puis c'est quoi les conditions? Est-ce qu'on peut faire du télétravail? » On a complètement un renversement de la situation. Nous, tout ce qu'on mettait en place, on le revoit, on est en train de le transformer. On a parfois des consommateurs très exigeants qui peuvent magasiner et puis qui peuvent poser leurs conditions. À l'inverse, avant, on avait des jeunes qui nous disaient « Aidez-nous à trouver un emploi ». On a même des parcours avec, je pense, un CGE Centre-Ville à Montréal, où on intègre des jeunes qui nous disent « Oui, on est éloigné du marché de l'emploi, on essaye de découvrir, mais c'est quoi vos conditions de salaire? 20 $ de l'heure pour un premier emploi, est-ce qu'on peut négocier, avoir quelque chose de plus payant ?» Il y a 2 ans, ils étaient très contents d'avoir ça, et puis c'était tout. Donc, on a un gros nœud qui est en train de se transformer et sur lequel, c'est stimulant, on va innover. Donc, voilà. Je vais peut-être... Bien, en fait, c'est vrai qu'il y a des enjeux vraiment qui ont changé. Puis les jeunes ont beaucoup d'opportunités aussi maintenant. Puis ça aussi, c'est un beau problème, on pourrait dire, là. Mais ça fait qu'eux, ils ont tellement de choses devant eux. Contrairement peut-être aux entreprises d'insertion, nous, on est chanceux, les Carrefour Jeunesse Emploi, parce qu'on a pu, avec le financement à la mission globale qu'on a eu, qui fait des jaloux auprès des autres organismes en employabilité. Je suis aussi un organisme en employabilité. On nous appelle maintenant les OSE. Ça, c'est nouveau. Avant, on était les ressources externes, là, on est les OSE. Mais en fait, moi, j'ai les 2 chapeaux. Puis, je vois vraiment la différence. Donc, l'accès à nos services d'orientation et d'employabilité dans les Carrefour Jeunesse Emploi, elle vient de se réouvrir. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on peut prévenir aussi, non seulement aider un jeune qui commence à réfléchir, mais on peut aider un jeune qui est déjà dans une situation d'emploi, par exemple, ou aux études, mais que là, ça ne file pas, ça ne marche pas. Fait qu'il peut avoir accès à nos services contrairement quand on est un organisme qui n'est pas un CJE. Fait que ça, c'est une chose importante, là. Moi, je rajouterais à tout ça, parce qu'au début, tu as parlé d'accès. Je pense que les services y existent. De l'accès, il y en a. Il y a autant les SARCA, les Carrefour Jeunesse Emploi, les organismes d'employabilité. Donc, ça existe. Là où on voit quelque chose, c'est que les gens ne connaissent pas que ça existe. Puis je vais faire une analogie, là. En fait, les jeunes, souvent, savent qu'il y a des conseillers d'orientation, ça existe, mais ils pensent que c'est seulement dans les écoles secondaires, qu'à partir du moment où tu as quitté l'école secondaire, ces services-là n'existent plus. Donc, je ferai un peu l'analogie avec une agence de voyage. Quand on n'a pas besoin d'aller en voyage, on ne sait pas elle est où l'agence dans notre ville. Mais la journée où on veut partir en voyage, bien là, on Google, puis on cherche elle est où la plus proche, puis on y va. Dans les services d'orientation d'employabilité, si on ne sait pas que ça existe, on n'ira pas googler pour dire service d'orientation d'employabilité parce qu'on ne sait pas que ça existe au moment où on en a besoin. Et je pense que là, il y a un grand défi. Alors, est-ce que les services existent? Oui, il y en a partout au Québec. Ils sont là. Maintenant, le défi, c'est de les faire connaître auprès des jeunes adultes. Puis, on est vraiment dans une situation présentement, dans le post-pandémie, où ils ont eu 2 ans, là, nos jeunes adultes ont eu 2 ans là, où ils se sont remis en question sur beaucoup de choses. La pandémie a amené aussi une remise en question. Donc, c'est le temps, là, il faut pouvoir prendre le momentum pour faire connaître davantage que les services existent un petit peu partout. On parle des connaissances, des exigences des jeunes, de l'information, mais l'existence quand même de ces services. Alexander, quelle est la réalité dans votre secteur? Ben oui, moi j'ai une statistique, parce qu'Alice, tu disais, ça prend une statistique, hein, puis les gens formés en orientation, ils aiment ça aussi, les études. Hein? Rachel, elle va être contente, Rachel Bellil qui est là-bas, parce que moi je vais citer, là, oui c'est ça, une enquête populationnelle qui a été faite il y a quelques années auprès de 450 adultes et jeunes adultes, puis dans cette étude-là, ce qu'on voyait, c'est que 60% des gens, dans les 5 dernières années, ont pensé à un retour aux études.
Mais de ces 60 %-là, à peu près 50 % auraient aimé avoir des services d'orientation, mais de ces 50 %-là, il y en a juste 15 % qui savent où s'adresser. Donc, on le voit aussi avec la pandémie, les gens, bon, il y a une structuration du marché du travail, mais est-ce que les gens savent vraiment où s'adresser? Puis là, on fait des pieds et des mains pour faire des campagnes. Là, nous autres, cette semaine, je regarde ma collègue Sophie, on a mis en place notre campagne Redécolle, là, parce que là, on voulait comme que les élèves d'éducation des adultes redécollent, puis ceux qui ne fréquentent pas. Puis là, on s'est tous mis des disponibilités pour être disponibles sur un chat, là, toute l'équipe des conseillers d'orientation. Mais là, depuis lundi, on n'a pas eu personne, 0 personne qui a chatté avec nous, même si les CO étaient disponibles pour tout de suite répondre aux besoins. Bien, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'effectivement, les besoins d'orientation sont là, mais il faut les faire connaître. Puis, nous, ce qu'on vit aussi, puis peut-être ceux qui travaillent dans des centres d'éducation des adultes en formation professionnelle le savent, bien, nous, on a vraiment une diminution de clientèle depuis quelques années. Là, ça a commencé un peu avant la pandémie, mais ce que ça fait aussi, c'est que ceux qui sont là, ils ont eu accès à des services d'orientation, parfois des démarches longues. Hein, mettons, les professeurs de l'université vont dire complexes, hein, des démarches complètes et complexes, parce que justement, ça nous laissait le temps de faire ces processus d'orientation-là. Mais en même temps, où ils sont les clients? Bien, les clients sont en emploi. Donc, c'est de voir un peu comment on va travailler aussi pour aller les rejoindre, mais en emploi, parce que quand la situation du travail va changer, pour les plus vieux, on l'a vécu, hein, les cycles économiques, c'est là où ils vont en avoir besoin, parce qu'ils n'auront pas nécessairement de diplôme ou de qualification. Tu as l'air à vouloir oui, rebondir. parce que je veux rebondir. Oui? C'est ça le terme, hein, quand on fait du panel. En fait, c'est ça, une des raisons aussi peut-être qui fait qu'il y a moins de gens dans les centres de formation, parce que les organismes en emploi travaillent beaucoup avec les centres de formation, fait qu'on s'envoie de la clientèle mutuellement. Mais, tu sais, il y a le premier accès. Les services sont peu connus. Une fois qu'ils sont connus, le jeune a accès à nos services. Mais il y a l'autre portion aussi pour le retour aux études, par exemple. Donc là, c'est Service Québec qui entre en ligne parce qu'avec les mesures MFOR. Puis là, ben, il y a un petit goulot d'étranglement aussi parce que là, il y a toutes sortes de critères. Fait que le jeune, tu sais, nous, par exemple, qui était un jeune travailleur, finalement, il va pas bien, il nous trouve, là, on l'aide, puis là, après ça, il arrive chez Emploi Québec. Puis là, des fois, les critères font en sorte qu'il ne pourra pas avoir accès, par exemple, à une mesure de formation. Donc, il n'ira peut-être pas au centre de formation professionnelle ou générale, là. Fait que ça aussi, il y a un petit quelque chose qu'il faudrait regarder là parce que la personne qui n'est pas efficiente présentement dans son travail ou dans ses études, elle n'est pas productive pour notre société. Donc, on est tous perdants à ne pas en prendre soin, à ne pas s'en occuper pour qu'elle puisse rebondir, puis peut-être se trouver un autre emploi ou être dans un autre secteur d'études. Puis c'est là que vos interventions comme conseiller d'orientation et conseiller en emploi sont tellement pertinentes. T'sais. Fait que c'est pas... il y a beaucoup de prévention sociale dans notre travail, en fait, là. Et je vous relance également encore sur l'accès parce que tu reviens sur le non-accès, justement. Parce que si aussi on discute d'accès, c'est pour ce qui pose problème à cet accès, que ce soit du point de vue des exigences des jeunes, des caractéristiques individuelles, des nouvelles générations, mais également des organisations, même quand on a des bonnes nouvelles comme des financements globaux à la mission, il y a aussi des difficultés et des entraves ailleurs. Est-ce que vous voyez d'autres difficultés d'accès dans chacun de vos secteurs? Est-ce que le non-accès est différent aujourd'hui de ce qui pouvait l'être avant, ça fait 20 ans peut-être, et dans un contexte d'un peu moins de pénurie de main-d'œuvre? Bien, moi, j'aurais le goût de te parler des listes, des fois d'Emploi Québec, qui disent que ce sont des secteurs favorables, non favorables, très favorables, et ainsi de suite, et que ça peut changer, là, comme le vent tourne à un moment donné, et tout ça. Puis là, oups, tout d'un coup, il n'était pas favorable, puis c'est très favorable, en dedans d'une semaine, là. Je pense que ça amène justement des pénuries à un moment donné. Parce qu'on oublie que pour former une personne, des fois, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant qu'elle soit qualifiée pour aller sur le marché du travail. Donc, la donnée qu'on prend en ce moment, c'est la donnée d'aujourd'hui. On ne le sait pas, la donnée
dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, il faudrait qu'il y ait une plus grande ouverture par rapport à ça et de dire, on n'interdit pas s'il y a quelqu'un qui a le goût dans quelque chose qui est juste favorable et qu'on a le financement parce que ce n'est pas très favorable, il faut penser au mouvement. Et je pense que là où on est aujourd'hui avec des pénuries, moi, je vous dirais que juste avant la pandémie, là, quelqu'un qui voulait aller en construction, ce n'était pas considéré favorable, puis le financement n'était pas donné pour un retour aux études. Puis aujourd'hui, on en manque. Fait que le non-accès, j'irais un peu d'y aller avec un peu plus de largesse par rapport aux statistiques de besoins sur le marché du travail. Le marché du travail actuellement est en très grande transformation. Puis avec ce que tantôt tu disais, Marie-Claude, il ne faut pas oublier aussi que les gens vont avoir besoin de plus en plus de qualifications sur le marché du travail. Les métiers qui existaient il y a 10 ans où on n'avait pas besoin de secondaire 5 puis on pouvait gagner un bon salaire n'existeront plus. Tout est informatisé. La technologie, la numérisation et tout ça, ça va prendre des qualifications même pour des emplois qui étaient de commis d'entrepôt. Bien, c'est un paradoxe. Maria, quand on se préparait, tu nous disais, bien, il faut faire ressortir un peu les paradoxes. Bien, c'est un peu ça. Hein? C'est comme ça en même temps, il y a beaucoup d'emplois. Ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont rapidement sur le marché du travail, notamment dans le domaine de la construction. Moi, il n'y a pas une semaine où je rencontre des gens qui rentrent dans le bassin de main-d'œuvre. Probablement, vous en entendez parler souvent. Donc, sans qualification, juste avec peut-être un TDG. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ce que ça fait aussi, c'est que c'est des gens peut-être qui sont un peu moins qualifiés, qui vont peut-être éventuellement avoir besoin d'accès à la reconnaissance des acquis pour faire reconnaître leur diplôme, leur formation. Mais là encore, il faut faire connaître aussi la RAC. Il y a beaucoup de roulements de personnel aussi dans le personnel aussi, dans les centres de formation, dans les CGE. C'est toujours comme à recommencer aussi. Donc, c'est ça, c'est comme ces paradoxes-là viennent un peu, des fois, tu es un peu désarçonné sur comme notre offre de service. Il faut changer un peu notre paradigme un peu d'offre de service, puis comment on va rejoindre, puis comment on travaille ensemble. Oui, comme par exemple, un des paradigmes qui a changé, hein, les Carrefour Jeunesse Emploi, on intervient à partir de 15 ans. Mais là, vous le savez, hein, les jeunes commencent à travailler bien avant 15 ans. Mais ça aussi, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu, il y a un danger pour le décrochage scolaire. Il y a un danger aussi que ces jeunes-là ne connaissent pas bien leurs droits. Donc, il faut que nous, on module un petit peu nos interventions pour pouvoir éduquer les jeunes, mais éduquer aussi les employeurs puis faire une sensibilisation. Fait que les caractéristiques de la clientèle ont changé en cours de route. Puis, on parlait d'accès. Il y a les services privés aussi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas nécessairement dans le secteur privé, mais entre autres en orientation. Il y a des conseils d'orientation en privé, mais c'est difficile aussi d'y avoir accès. Il y a un montant à payer. Ce n'est pas tout le monde qui peut se le payer. Donc, c'est pertinent d'avoir des services d'employabilité gratuits qui sont complémentaires aussi aux services qui existent dans les écoles où on sait très bien comment est-ce que les CO, vous êtes débordés, puis que bien souvent, vous n'avez pas le temps de faire un processus long, fait que vous allez faire, des processus un peu plus courts, mais il y a des jeunes qui ont besoin d'un processus qui est plus long, qui est plus complexe, qui est plus compliqué. Donc, on devient pertinent aussi en complémentarité. Puis nous, on est dans un milieu rural. On est ici, près de Victoriaville. Là, c'est ma région ici. Donc, on est dans un milieu rural. Donc, l'accès au privé n'est pas là. Donc, c'est tout à fait pertinent d'avoir un accès comme ça de par les Carrefour Jeunesse Emploi. On a aussi toute l'autre caractéristique de clientèle qui est les jeunes décrocheurs, puis les jeunes travailleurs. Alors, tu sais, il n'y a pas tant un problème d'accès, il y a un problème de que ce soit connu, puis un problème après ça des services publics d'emploi qui doivent se déployer avec, à mon avis, beaucoup moins de critères. Parce qu'on passe à côté de gens qui seraient vraiment contribueraient mieux à la société. Alors, il ne faut pas passer à côté. On a besoin de tout le monde, hein, on le sait, ça. Fait que il faut dérouler le tapis rouge. Moi, je dis souvent ça, il faut dérouler le tapis rouge aussitôt que quelqu'un lève la main. Dire « Hey, moi, là, je suis pas bien » ou « Moi, là, j'aimerais ça telle affaire. » Bien, go, viens-t'en, on va t'aider. Tu sais. Je pense qu'on devrait tout le monde avoir cette façon de penser-là.
tu parlais déjà des travailleurs, des jeunes un peu inatteignables parce que très éloignés, des jeunes qui exigeants. Et donc, voilà, quelles sont les caractéristiques des jeunes cette fois, et pas des services en soi, que vous recevez, qui circulent dans vos services, comment ils ont évolué, leurs caractéristiques aussi, quelles sont leurs valeurs, leurs pratiques, leurs exigences. On a commencé un petit peu à parler, mais je vous invite à continuer. Écoute, ça, comme tu le disais au début, ça fait 25 ans que je suis là. La clientèle, il y a des choses qui sont encore là. Mais ce qui était des exceptions il y a 10 ans, 15 ans, c'est devenu maintenant plus commun. La clientèle des jeunes adultes, ce qu'elle était il y a 20 ans, n'est plus... Avant, c'était un petit peu plus homogène. Aujourd'hui, on parle vraiment d'une grande diversité au niveau autant des profils que des situations de vie. Puis c'est vrai aussi pour les 18-25, mais aussi pour nos 25-30 ans, là, où est-ce qu'il y a vraiment un éclatement, il y a de tout. Tout ce qu'on voit dans la société, on peut le regrouper chez les jeunes adultes. J'ai goût de vous parler aussi peut-être là, des personnes trans, donc qui sont dans leur transformation. Avant, c'était une personne par année. Maintenant, c'est presque une personne par mois. Puis quand on parle à quelqu'un qui est trans, qui est dans cette période de transformation, ça vient tout de suite chercher l'identité de la personne. C'est très identitaire aussi. Puis la personne va être supportée au niveau des services professionnels, mais des services spécialisés qui sont médicaux, pas par rapport à son choix de carrière, pas par rapport à son choix professionnel de qu'est-ce que ça va vouloir impliquer. Et puis ça, on le voit de plus en plus. On est chanceux, là, des fois, on a les références directement des CLSC, des hôpitaux et tout ça, des cliniques spécialisées, mais c'est un autre phénomène avec lequel on doit aussi se perfectionner. Donc, chez les jeunes adultes, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on doit être très multidisciplinaire dans nos approches, dans ce qu'on doit considérer. Puis, ce que j'ai vu, moi, comme grand changement, c'est la capacité de prise de décision qui n'est plus la même. Il y a 20 ans, ils avaient des processus, des façons, la prise de décision était beaucoup plus facile. La prise de décision aujourd'hui est plus complexe et souvent, ils vont faire des choix sur de l'impulsivité. Donc, l'impulsivité est très, très fréquente, mais c'est aussi la génération des micro-ondes. Tu sais, j'ai faim, je mets ça, c'est 2 minutes, puis c'est prêt, là. Donc, ils sont un peu beaucoup dans l'instantanéité aussi. C'est ça. Et, oui, c'est ça. Et l'anxiété... Ça, et puis, je pense que ça s'est exacerbé là, avec la pandémie, la clientèle, les troubles anxieux, phobie sociale et tout. Là, et ça, peu importe le niveau socio-économique, là, peu importe la scolarité, là, l'anxiété, ça explose. Là. Alice? Oui. Ben, moi, je dirais, on a la chance d'avoir un secteur d'emploi qui est relativement jeune. C'est 33 ans en moyenne, les personnes qui travaillent dans le secteur. Donc, je ne veux pas faire d'agisme, mais disons que ça se renouvelle et puis que ça apporte de l'innovation, de l'anxiété peut-être aussi, effectivement. On le voit très clairement, de l'anxiété, l'éco-anxiété, par exemple. Mais on a la chance d'avoir un secteur qui est basé sur des valeurs aussi, des valeurs d'équité, de transparence, protection de l'environnement, comment on peut travailler ensemble à rendre le Québec puis le monde meilleur. Et donc, je pense que ça rejoint aussi des jeunes qui sont dans une situation où ils n'ont pas de prise sur le réel, où on ne sait pas de quoi demain est fait. On n'est plus tant dans des carrières où on va être 40 ans dans la même organisation, mais ça tourne. D'ailleurs, on a un taux de roulement qui est de 30% dans nos organisations. Puis, soit dit en passant, idéalement, on serait entre 5 et 15% de taux de roulement. Donc, on est comme doublement... on a un taux de roulement qui est très, très fort, puis on aimerait ça l'améliorer. Mais donc, on a des gens qui vont changer de carrière, mais c'est pas facile de se lancer à 18-20 ans puis de se dire je vais faire 20 carrières dans ma vie. Où est-ce que je peux aller? Donc, c'est ça. On a au moins un secteur qui permet d'avoir une prise avec le réel et de changer le monde et d'agir. Oui, il y a une crise environnementale, mais je peux faire quelque chose au quotidien là-dessus. Donc, ça rejoint des valeurs. On voit les coopératives, par exemple, sont plébiscitées par les jeunes qui apprécient ces valeurs-là. Notre travail, ça va être de le faire connaître parce qu'on a un gros taux de roulement. Donc, il y a toujours cette question de formation,
de formation des conseillers, conseillères d'orientation en emploi aussi, de quelqu'un qui arrive, qui change de carrière, ben, en parler, que ça existe, que ça peut soutenir les jeunes intéressés. Et puis, je ferai un petit point, les gestionnaires en moyenne dans notre secteur, ils ont 47 ans. 47 ans... C'est jeune, ça? C'est jeune, absolument. J'aime dire ça. 47 ans en 2018, c'est l'enquête Les Repères qui est produite aux 3 ans au CSM Ouézac. Donc, 47 ans pour des gestionnaires, c'est quand même jeune, relativement. Puis, bravo les femmes, parce que c'est 76% portés par des femmes, les postes de gestion. Puis, on le voit aussi autour de la table. Quelqu'un qui a 47 ans en 2018, c'est quelqu'un qui est rentré sur le marché du travail à 20 ans autour de 1991. 1991, on est dans la guerre du Golfe, on est dans d'autres problématiques qu'on espère qu'on ne revit pas maintenant. Mais imaginons un gestionnaire, une gestionnaire qui a été formé en 91, qui est rentré sur le marché de l'emploi à ce moment-là, qui accueille un jeune de 2022 qui rentre sur le marché de l'emploi. On est dans des façons de penser, on est dans un monde complètement différent. Il y avait à peine de l'informatique à l'époque. Ça se transforme très, très vite. Et puis, il y a c'est une réflexion de société aussi de comment accueillir ces jeunes qui vivent des problématiques d'anxiété, de transformation, qui sont nés avec un cellulaire dans la main, avec des gestionnaires jeunes de 47 ans qui les accueillent et les intègrent. C'est tout un enjeu vraiment intéressant aussi, riche. En peu de temps, notre travail a vraiment changé. Il y a eu un temps où on avait des listes d'attente pour avoir accès à nos services. Quand le marché du travail ne va pas bien ou on est en récession, bien là, il y a plus de chercheurs d'emploi, par exemple. Mais là, dans une situation comme on est actuellement, c'est sûr que là, il faut être plus créatif parce qu'il faut aller chercher la clientèle. Fait que ça, c'est un changement. Avant, on faisait une petite publicité de temps en temps, puis il arrivait du monde. Là, c'est plus du tout le cas, vous le savez. Fait qu'il faut être très créatif dans nos façons d'aller chercher la clientèle. Je sais que ça va être dans un autre panel, mais on est aussi des employeurs. Comme tu disais, on est aussi des employeurs et même nous-mêmes aller chercher aussi des conseillers d'orientation ou des conseillers en emploi. Bien, tu sais... As-tu une annonce à faire, Guylaine? Il y a un poste ouvert chez nous, en tout cas. Ça, c'est du maraudage, parce que les autres sont tous en emploi présentement, là. Ah, mais c'est ça, le marché du travail. En tout cas, prends pas la mienne, là. Elle est bonne. Elle est trop loin. Oui, elle est loin, c'est ça. C'est bon. C'est bon, hein? Oui. Ben, je vais vous parler de Netflix, moi. Mais moi, ça m'arrive des fois d'être sur Netflix, puis des fois, je ne sais pas trop ce que je vais regarder, puis là, je taponne un peu. Puis là, des fois, je regarde, puis ça fait une demi-heure, je suis là-dessus, puis j'ai rien écouté, puis là, je ferme la télé. Bien, en fait, ce que ça fait, c'est que je pense que pour les jeunes aussi, c'est un peu ça. Ils se font dire que tout est possible, tout est accessible pour eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent selon leur intérêt, mais ce que ça fait aussi, c'est que c'est mélangeant aussi pour eux. Puis c'est stressant. Il peut y avoir aussi... fait que l'effet de signal du marché du travail peut avoir un impact négatif pour ça. Puis l'infobésité aussi, donc, tous les réseaux sociaux, les offres de cours, comme là, c'est beaucoup l'explosion des formations courtes, là, des attestations d'études professionnelles, là, de toutes sortes, là, de soudage, de soins animaliers, en tout cas, mais il faut expliquer que c'est pas un DEP, c'est pas une AEC. Il y a les AEC, les AEP, les DEP, donc c'est mélangeant pour eux. De là, l'importance aussi d'être accompagné dans tout ce choix-là. Puis aussi, au printemps, je suis allé visiter une entreprise de caoutchouc. Moi, je suis dans le secteur de Magog, là, puis il y a beaucoup d'entreprises de caoutchouc. Puis là, on organise ça avec le service aux entreprises, avec le Centre d'éducation des adultes, Interpelle le CJE. Fait que là, Myriam du CJE, elle arrive avec 2 participants. Moi, j'avais une gang de 6-7. Fait que là, il y avait toute l'équipe de ressources humaines de l'entreprise qui était là, qui nous attendait. Là, café, bouteille d'eau, barre de chocolat. Puis c'était comme un peu le pitch de vente. Puis là, les autres, ils font comme des joints d'étanchéité pour Aston Martin. Tu sais, des autos que finalement nos clientèles ne pourraient pas acheter parce que ça vaut 300 000. Fait que là, il y avait le gars de Aston Martin, super beau gars. Là, puis tu sais, là, il montrait ses joints d'étanchéité. Puis là, je regardais mes étudiants, mes élèves. Puis là, tu sais, en tout cas, ils se disaient des affaires dans leur tête, là, mais...
Fait que là, on va visiter l'entreprise, puis ça pue, ça sent le caoutchouc, il fait chaud. Fait que là, à la fin, là, les élèves, ils partent, puis là, la fille la directrice des ressources humaines, elle dit « Puis, tu penses-tu qu'il y en a qui vont s'inscrire au programme de formation? » Ben, j'ai dit « Je pense pas. » J'ai dit « En tout cas, je vais te revenir, je vais relancer. » Mais quand j'ai rencontré les étudiants après, c'est sûr qu'il y avait plein de facteurs. Là, ben, justement, il faisait chaud, ça puait. Ils disaient même les gens là-bas, ils n'avaient pas l'air d'aimer leur job. C'est des jobs durs. C'est comme des gens... C'est une vieille entreprise manufacturière qui est là depuis 40, 50 ans, qui n'a pas été très améliorée dans la technologie. Mais c'est ça aussi, c'est que les jeunes, ils veulent avoir accès à leurs rêves. Puis, c'est pas leur rêve nécessairement de travailler dans une entreprise qui n'est peut-être pas up-to-date. Fait que c'est sûr qu'il y a un enjeu vraiment important. Là. Oui, Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes, Alexandra. Il y a beaucoup de belles initiatives. Il faut dire, c'est une très belle initiative que vous avez eue qu'ils puissent aller voir. Et ça, je pense que ça se vit beaucoup là, chez les jeunes adultes. Il faut qu'ils puissent développer des compétences dans le réel. Puis il faut qu'ils puissent voir, il faut qu'ils aillent le sentir, qu'ils visualisent ce qui se passe, parce que c'est pas assis dans un bureau que tu parles d'un domaine d'emploi que ça fait une image pour eux. C'est une génération d'images, donc il faut qu'ils puissent aller sur place. Puis des initiatives comme ça de plusieurs, je trouve ça extraordinaire. Puis il y en a beaucoup qui se font. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement lâcher, mais il faut peut-être ralentir un peu nos attentes, surtout au niveau des entreprises. Là, ils ont souvent des attentes. Ils auraient pensé que probablement les 7 auraient décidé qu'ils embarquaient. Parce qu'il y avait besoin de 40 personnes. C'est ça. Là, il arrivait qu'il y en avait 0 après avoir donné du chocolat puis de l'eau. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ça, mais il y a d'ouvrir à justement pouvoir vivre du concret. Ils ont besoin de vivre du concret. Je pense que c'est ça qu'il faut le retenir. Puis j'adore ton mot, là, infobésité. Oui, infobésité. Oui, vraiment. Effectivement, ils sont devant tellement de choix. Puis pour aider justement tous ces choix-là, il faut qu'ils puissent aller voir et comparer les milieux, comparer les environnements. Ça, il faut pas... Mais peut-être justement diminuer un peu les attentes par rapport aux résultats. Oui, Alice, tu voulais rajouter? J'avais un petit peu. Je pensais à une anecdote. Au téléphone, j'ai souvent des gestionnaires du Québec qui ont du mal à recruter. Puis on a des formations marketing RH, par exemple, qui ont augmenté de 400% dans ces dernières années en demande, parce qu'il y a besoin d'aide là-dedans pour essayer. Puis je me souviens d'un gestionnaire d'une maison de jeunes qui me disait j'ai fait le contrat de travail avec le maximum d'heures possible, par exemple, en me disant que le jeune que je vais embaucher comme intervenant, ou la jeune, va vouloir un contrat de travail avec 35 heures autant que possible. Et puis, en fait, de l'autre côté, on rencontre des jeunes au quotidien qui nous disent « Ah ben moi, je veux travailler, mais je veux faire des études en même temps. » Ou alors, j'ai un projet d'entreprise à côté. Ou je suis engagée dans un CA, donc je veux du temps pour faire ça. Et donc, il y a un clash, il y a vraiment une différence. Il faut comprendre c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on veut. Puis, on ne veut pas la même chose. Un jeune, je pense, qui rentre sur le marché du travail ne veut pas la même chose qu'il y a 20 ou 30 ans. Pas tous, effectivement, parce qu'il faut vivre aussi avec un salaire à temps plein, c'est plus facile. Mais je pense qu'il y a d'autres façons d'imaginer le monde, puis on a besoin de cette rencontre entre des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, des gestionnaires chez Aston Martin qui vont dire « c'est peut-être pas une boîte tendre qui veut le jeune, mais c'est peut-être un environnement de travail où ça sent bon. » Je pense qu'il y a une écoute à faire, une rencontre qui va être vraiment intéressante là, qui se passe en ce moment. Et là, on passe à la dernière question, du coup, autour de laquelle on peut discuter, parce qu'on parle de diversité de la jeunesse, on parle des choix difficiles, mais aussi d'une énorme panoplie de choix, ou des choix qui ne sont pas parfois tous accessibles et réels, des choix contraints aussi, selon la catégorie des jeunes dont on parle. On parle de l'évolution des valeurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Quelles mesures vous mettez en place? Quelles mesures on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut rêver en termes de mesures capables d'accéder et s'adapter aux nouvelles générations et d'adapter tous les acteurs du système, pas seulement un service aux jeunes, mais les jeunes au service? Quelles sont les mesures qu'on peut imaginer pour augmenter, élargir l'accès, pour accéder à cette diversité de jeunes dont on parle aujourd'hui? Moi, j'en ai quelques-unes, des idées.
En fait, tu sais, tantôt, je l'ai un peu mentionné, puis tu sais, Guylaine en parlait aussi, premièrement, il faut que nos services publics d'emploi soient connus. Hein, on ne voit jamais une publicité à la télé qui dit venez dans vos organismes de développement de l'employabilité. C'est gratuit, c'est accessible pour tous. On ne voit pas ça. Mais on voit des pubs sur l'alcool, tu sais, sur toutes sortes de choses, mais les services publics d'emploi qui existent, qui sont là, on est 400 organismes en employabilité au Québec. Ça, il n'y a pas de promotion de ces services-là. Et le financement à la mission globale, parce que je le souhaite pour tous les organismes de développement d'employabilité, les Carrefour Jeunesse Emploi, on a bataillé fort pour y avoir accès, mais c'est un peu inéquitable et injuste que ce soit pas que la mission globale ne soit pas pour tous les organismes en employabilité. La mission globale, ce que ça veut dire, c'est que ton financement, là, il est relié à ta mission et tu n'es pas juste dans des petites cases où il faut que tu fasses quelque chose dans le groupe B, puis quelque chose dans le groupe C, puis que c'est très carré. Tu sais, c'est la mission globale, c'est il y a quelqu'un qui lève la main, il a besoin d'aide, go, viens-t'en, on est là pour toi. Puis on est des beaux milieux de travail aussi. Donc, financement à la mission globale pour tous et offrir des services publics d'emploi pour tous. Donc, ça, c'est important parce que là, on se tire dans le pied, on est dans une pénurie de main-d'œuvre. Il y a toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'enjeux, mais il y a plein de solutions. Les solutions, entre autres, bien, on en fait partie, vous en faites partie, c'est de pouvoir aider les gens, mais ce n'est pas accessible à tous. Et ça, c'est malheureux. Et je me répète peut-être, mais je pense que c'est important. Là, une personne, par exemple, qui est en maladie, en chômage maladie, présentement, elle n'a pas accès à nos services. C'est pas normal. Si sa maladie est reliée, par exemple, à un burn-out qui est relié à son emploi, donc elle n'est pas bien dans son emploi. Si elle n'est pas bien dans son emploi, elle n'est pas efficiente, elle n'est pas productive, puis elle n'est pas heureuse, puis elle est malade. Fait que comme société, puis comme employeur, là, tu sais, on n'est pas, c'est pas jojo, là. Donc, si on l'aide, cette personne-là, avec les services publics d'emploi, bien, on fait que cette personne-là devient heureuse, elle va redevenir productive et efficiente. Donc, c'est merveilleux. Puis l'employeur qui ne l'a pas bien traité, bien, tant pis pour lui. Puis il y a un autre employeur qui va pouvoir en bénéficier des talents de cette personne-là. Fait que, tu sais, je comprends même pas qu'on ait des critères. Nos services, les services publics d'emploi, je le sais là, que c'est une question de financement, c'est l'argent rouge, puis du fédéral, puis je sais tout ça, je comprends tout ça, mais là... C'est le moment de parler de tout. Bien, tu sais, c'est parce que là, il faut faire éclater un petit peu nos systèmes puis nos paradigmes, parce qu'on est dans une situation, on pourrait faire le parallèle avec les changements climatiques, là. Tu sais, à un moment donné, il faut penser en dehors de la boîte, il faut penser autrement, puis arrêter de dire on alimente la machine. Là. Non. Là, il y a des enjeux, il y a des solutions, puis go, allons-y. Tu sais, les systèmes, c'est les humains qui les créent. Alors, c'est les humains qui doivent les modifier aussi. Dernière intervention que je veux faire. En France, il existe un bilan de compétences pour tous, tout au long de la vie. Je ne sais pas comment il s'appelle la mesure. Il y a quelqu'un qui est supposé me donner l'information. Mais, tu sais, ça serait merveilleux au Québec. Comment ça, on n'a pas une politique nationale pour avoir accès à ça tout au long de la vie, n'importe qui, vous et moi aussi. À un moment donné, on a besoin de faire le point, donc on aurait accès à ces services-là. Les services sont actuellement déployés, on est financé et on a la difficulté à remplir nos volumes de clientèle. Mais il y a plein de clientèles qui pourraient bénéficier de nos services. Il faut juste sortir de la boîte un petit peu. Il va y avoir des contents ici dans la salle avec ce que tu veux. Patricia, Rachel, je vous vois sourire là-bas au fond. Bien, écoute, c'est extraordinaire ce que Qu'est-ce qu'on rajoute à la liste? Oui, d'avoir aimé... tu sais, c'est ça, je pense, dans ce que tu dis aussi, il faut arrêter de vouloir faire du mieux avec des vieux outils. Les mesures sont à repenser, la façon, l'accessibilité est à repenser.
Je vais donner l'exemple, là, il y a eu un lancement de projet pour les NIF, ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Il y a eu un lancement de projet, bon, on a eu très peu de temps pour déposer des projets, mais on nous a demandé d'innover, de changer, d'amener ça ailleurs. On nous a demandé de le faire dans les cases qui existaient déjà. Donc, si on veut innover, il faut, c'est ça, tout éclater. Il faut pouvoir vraiment penser en dehors de la boîte complètement, puis arrêter d'en mettre des petites cases puis des petites boîtes, puis dire, bien, il faut être universel, puis la clientèle, puis à partir de du moment où une personne se questionne et aurait besoin des services, il ne faut pas commencer à regarder s'il y a droit ou pas droit, il devrait toujours y avoir droit. Bien, en fait, pour les SARCA, donc en formation générale adulte puis en formation professionnelle, bien, on a la chance d'avoir un financement qui est indexé. Puis on a une chance aussi où, historiquement, c'est beaucoup des gens qui sont formés en orientation qui travaillent dans les SARCA. Donc, si je compare, par exemple, avec les écoles secondaires, des fois, le ratio dans des écoles secondaires, conseiller d'orientation avec le nombre d'élèves, n'est pas toujours le même dans un centre d'éducation des adultes. Souvent, le ratio va être plus bas. Je n'ai pas de statistiques là, à l'appui, mais c'est un peu mon impression là, depuis une quinzaine d'années que je suis dans le domaine. Puis, mais en même temps, il faut aussi comme que les professionnels développent aussi, pas de la mobilité, mais un peu d'aisance aussi avec les mesures, connaître les mesures, lire les règles budgétaires. Tu sais, je regarde ma collègue Sophie qui a été embauchée comme conseillère de développement, puis tu sais, elle est arrivée l'année passée, puis là, bon, elle a épluché un peu les mesures, puis de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Là. Bon, OK, là, il y a la RAC FMS là, qui est disponible. Puis là, on dit, OK, là, la RAC pour les métiers semi-spécialisés, donc c'est un service à développer. Donc là, nous, on veut développer ce service-là. On a fait notre première participante, puis on a dit, OK, là, on va essayer d'avancer avec ça pour aller rejoindre des adultes qui sont là, puis on est financé pour ces activités-là. Puis, tantôt, tu sais, Guylaine, juste avant de rentrer sur scène, elle me disait, elle dit, Jacques Gosselin te fait dire bonjour. Fait que je dis, ah oui, je connais Jacques. Jacques, en fait, c'était un directeur qui est sur notre territoire, directeur de CJE. Puis là, on parle, puis là, genre, on a un projet avec eux, puis tout ça. C'est un projet pour... ils font de la réparation de vélos. Ils ont déjà un plateau de travail depuis plusieurs années. Et puis, Sophie, en fait, justement, je parle de Sophie, là, vous pourrez l'avoir si vous avez des idées, là, mais l'année passée, elle est allée voir Jacques et elle a dit, on pourrait certifier tes participants. Là, il dit, comment ça certifier? Bien, toi, tu as ton plateau de travail, puis nous, on pourrait les inscrire en formation pour qu'ils obtiennent un certificat de formation et métier semi-spécialisé. Fait que là, on a comme essayé de trouver. Puis là, notre direction a dégagé 2 heures par semaine un enseignant. Fait que là, à ce moment-là, ça donne une structure aussi. On vient s'appuyer. Fait que là, Guylaine, elle disait, ouais, mais ça prend pas mal de participants. Bien, pas tant que ça, finalement, parce qu'il y a des enveloppes qu'il faut les connaître, puis tout ça. Fait que c'est souvent, on parlait dans notre préparation de partenariat puis de réseautage, bien, c'est un peu ça, comme aujourd'hui, bien, on s'est dit, bien, on se reparle de ce projet-là, parce que vous avez aussi ce projet-là dans votre milieu. Donc, c'est un peu saisir ces opportunités-là, puis bien connaître les mesures, connaître les règles budgétaires, puis être à l'affût de ça, puis de réseauter ensemble. Donc, des mesures structurelles, transformant même la structure profonde de notre rapport à la reconnaissance des acquis, des compétences, aux services publics, etc., et des mesures également à niveau des organisations. Et je me demande quels autres éléments peuvent être apportés à partir des professionnels. Je sais qu'il y a une table consacrée à ça, mais pour finir et clore cette table ronde, quelles autres mesures peuvent être imaginées du point de vue des professionnels pour accéder, pour élargir le service, pour toucher cette jeunesse qui change et qui peut-être change rapidement aussi? Unir les forces, unir les missions de chacun, cesser de travailler en silo, puis tout unir ça ensemble, je pense que, puis d'être un continuum pour le jeune adulte qui rentre par une porte, mais qui peut être amené un peu ailleurs. C'est un peu cliché, on disait ça en 2018, on a dit ça en 2015, on a dit ça, mais je pense que là, on est vraiment rendu là où il faut que ça se passe. Il faut que ça... Puis Alexander vient de donner des exemples extraordinaires de tous travailler à partir de tout ce qu'on a comme coffre à outils, chacun chez nous, pour aider un jeune à atteindre des objectifs. Un mot de la fin? Bien, un mot de la fin, moi, je vous dirais merci pour votre travail, puis merci pour votre créativité
à aller justement à rendre accessibles ces services-là pour l'ensemble des jeunes du Québec. C'est très important parce que ces jeunes-là, c'est notre avenir. Donc, merci pour votre travail. Puis je vous sais, je vous connais très professionnel et très humain. Puis on a besoin de personnel comme vous dans nos organismes. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Alexander, Guylaine, Marie-Claude et Alice. Je vous remercie beaucoup. On clore cette première table ronde et on continue avec tous les autres ateliers du Congrès.